Bon, alors, bonjour tout le monde et puis bienvenue à cette table ronde. Donc, je suis Fanny Noisette, professeure en océanographie biologique à l'Institut des sciences de la mer à l'UQAR et responsable de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Alors, je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer cette journée internationale des femmes et des filles en sciences. Alors, pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient, c'est une initiative des Nations Unies qui a pour but de promouvoir la place des femmes dans les domaines scientifiques dans lesquels elles sont encore assez peu représentées à cause soit du poids des stéréotypes ou même des préjugés. Je voulais juste appuyer cette réalité avec quelques chiffres. Il faut savoir que selon les données de 2014 à 2016 de l'ONU, on avait seulement 30% des étudiantes qui choisissaient les domaines liés au STEM, donc aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dans l'enseignement supérieur. Alors ça augmente un peu et ce matin, il y a des nouveaux chiffres qui ont été publiés et en 2020, on atteindrait maintenant 39% de femmes en sciences inscrites dans l'enseignement supérieur. Ces chiffres, ils sont évidemment variables en fonction des pays on n'a pas évidemment les mêmes chiffres partout, mais être une femme dans les domaines des STEM, c'est encore aujourd'hui une route qui est semée de défis à relever et ce, même au Canada où on a des politiques de diversité, équité et inclusion qui sont quand même de plus en plus soutenues. Au sein de la chaire UNESCO, on a vraiment à cœur de promouvoir de manière concrète la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'on a aujourd'hui organisé cette table ronde pour donner la parole à des femmes qui exercent des fonctions de chercheuses et de professeurs à l'UQAR dans différents domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, je vais commencer par remercier nos panélistes qui ont immédiatement répondu présentes quand je leur ai soumis l'idée de cette table ronde. Alors, mes chers collègues, merci vraiment beaucoup pour votre enthousiasme, pour votre disponibilité et pour votre engagement. Et puis, je vais vous présenter brièvement chacune d'entre elles pour faire un petit peu connaissance. Alors, j'y vais par ordre alphabétique. Notre première panéliste, c'est Céline Audet, qui est une toute jeune professeure émérite de l'ISMER-UQAR. Et Céline est spécialiste en écophysiologie des poissons et aquaculture. Alors Céline, elle a une longue carrière en recherche, mais elle occupe aussi des fonctions à haute responsabilité dans des instances nationales, comme conseillère scientifique pour les fonds de recherche du Québec. Elle a aussi été directrice, et encore peut-être même directrice thématique de différents regroupements de recherche. Moi non, j'ai laissé ça. T'as laissé, ça y est? J'en avais trop avec votre chance. Ouais, c'est pas mal, là, au FRQ, quand même. T'es bien occupée, je pense. Ouais. Notre seconde invitée, c'est Gwenaëlle Chailloux, qui est professeure en géochimie marine à l'ISMER-UQAR et leader de la chaire de recherche du Canada en géochimie des hydrogéosystèmes, et j'ai toujours du mal à le prononcer, hydrogéosystèmes côtiers, qui est la seule chaire en STEM à l'UQAR. Tenue par une femme, pardon. Ensuite, je suis très heureuse d'accueillir Christiane Dufresne, qui est chercheuse postdoctorale en océanographie physique et qui est maintenant responsable de projet au sein de la compagnie Arctus, qui est une compagnie de recherche et développement en télédétection à Rimouski. Notre quatrième panéliste, c'est la directrice du département de biologie, chimie et géographie de l'UQAR, France Dufresne. Alors, France, elle est professeure en biologie évolutive et génétique des populations. C'est une expertise qu'elle a développée à travers un parcours de recherche qui l'a emmenée en Amérique du Nord, en Europe, puis plus récemment en Australie aussi. Et notre dernière invitée pour cette table ronde, c'est Caroline Frenette, qui est professeure en ingénierie et éco-construction, qui est recrutée depuis quelques mois maintenant à l'UQAR. C'est ça, Caroline? Et Caroline a une expertise de plus de 20 ans dans le domaine de la construction en bois. Et elle va notamment nous parler de son expérience en génie, qui est un domaine dans lequel les femmes sont encore moins représentées que dans les autres domaines scientifiques. Alors voilà pour cette courte introduction de chacune de nos panélistes. Et puis maintenant, je vais vous laisser entre les mains de Marie-Hélène, qui va animer les discussions de cette table ronde qui vont, je suis sûre, être très inspirantes. Et puis, je vous souhaite à tous, toutes et tous, une très bonne discussion.
Merci Fanny pour ce mot d'ouverture, puis merci pour ta confiance aujourd'hui pour animer cette table ronde-là. Puis je voulais moi aussi personnellement souhaiter la bienvenue à notre auditoire en ligne qui est virtuel, loin de nous mais avec nous. Puis sincèrement remercier nos panélistes qui ont accepté vraiment rapidement de faire partie de cette table ronde-là, qui se sont portés volontaires tout de suite. Puis, en fait, avant de vraiment entamer les discussions, je voulais juste prendre le temps de présenter un peu le cadre de notre activité aujourd'hui comme discussion autour des femmes en STEM. Ça se peut que je dise femmes en sciences, des fois je suis désolée, je veux dire femmes en STEM, c'est vraiment pas exclusif quand je l'utilise. Donc, tout d'abord, je voulais souligner le fait que les enjeux et les défis des femmes et des filles en STEM sont tout aussi diversifiés qu'il y a de domaines en STEM finalement. Donc, aujourd'hui, on accueille des gens, des femmes qui ont été super loin dans leurs études, qui ont été chercher un doctorat, qui ont traversé beaucoup d'étapes. Mais la Journée internationale s'adresse tout de même à des femmes de tous les horizons, avec peu importe finalement l'objectif de carrière qu'elles souhaitent entreprendre. Donc, on veut quand même prendre le temps de saluer ces femmes-là aussi. Puis finalement, de dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler de l'UQAR en tant que tel, de Rimouski, puis de donner un tour d'horizon sur les femmes qui participent autant au corps professoral qu'à la recherche à Rimouski. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un panel aussi distingué, mais on fait un salut aux autres femmes aussi qui participent au STEM. Puis, sur la veine de dire que c'est pas un monolithe, en fait, l'expérience des femmes en STEM, ça fait partie de certains enjeux intersectionnels, donc en fonction de notre genre, de notre groupe ethnique, de notre apparence en conformité par rapport aux gens. On va avoir différents enjeux qui émanent finalement dans nos défis, dans nos expériences. Puis, juste pour souligner un peu un exemple, c'est Statistique Canada estimait en 2016 que d'ici 2030, 31% des femmes au Canada allaient être des femmes de couleur. Donc, on voit un peu l'intersectionnalité qui s'installe au niveau de ces enjeux-là. Puis, on a un certain privilège, nous, ici, en tant que femmes qui ont gradué dans les cycles supérieurs, on a bénéficié, puis on en bénéficie toujours de ces privilèges liés à notre éducation-là. Donc, c'était juste pour souligner que nos perspectives ne sont pas exhaustives, encore une fois, mais qu'elles sont bien sûr personnelles. Puis finalement, je voulais juste remercier les panélistes encore une fois d'être là, puis de dire, on cherche votre perspective personnelle aujourd'hui de votre expérience. Donc, vous n'avez pas le fardeau de justifier chaque expression que vous allez utiliser comme dans un journal ou est-ce que vous avez des réviseurs. Aujourd'hui, vous nous parlez de vous, de votre expérience, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous entendre partager. Donc, si vous êtes prêtes, on va se lancer. Puis, la première question, en fait, va en être une qui est d'un tour de table. Donc, pour ceux qui étaient là un peu avant midi, vous vous êtes rendu compte qu'on se parlait, qu'on se rencontrait. Donc, on va essayer de faire ça pour ceux qui nous joignent après midi. Donc, le premier tour de table, ça serait pour savoir comment est-ce que vous avez décidé d'entreprendre une carrière en STEM? C'est quoi qui vous a motivé? Puis, de choisir votre domaine, finalement, parce que on peut avoir un intérêt pour les STEM, mais décider d'aller en génie, en bio, en physique, ça a ses justifications, si on veut. Puis, j'en profite pour insérer une petite question de quelqu'un qui s'est inscrit comme participant pour demander c'est quoi la plus grande satisfaction que vous procure une carrière en STEM? Et donc, on peut commencer. Moi, la première personne que je vois, c'est Caroline. Donc, on peut commencer par Caroline pour le tour de table. Oui, bonjour, merci. Merci de l'invitation. Merci d'organiser ça. Je pense que c'est toujours bien de se retrouver entre nous et de pouvoir en discuter. Puis ça fait du bien aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la plupart des rencontres où je suis la seule femme. Donc, c'est le fun d'être dans des rencontres où on est plusieurs aussi. Ça amène des points de vue. Donc, ta question était pourquoi j'ai décidé. En fait, je pense que ça vient beaucoup de notre milieu familial qui nous pousse ou non à dire moi j'avais un peu l'idée que je pouvais faire un peu n'importe quoi, puis mon père était à l'université, il me poussait beaucoup à l'université, mais moi je voulais devenir pilote d'avion. Donc j'ai commencé ma carrière par une école en pilotage qui m'a dit finalement c'est pas là. Ce que j'aimais finalement dans les cours de pilotage, c'était l'aéronautique, c'était tout ce qui était plus scientifique et l'aspect plus pratique, je me suis rendu compte que c'était moins moi. Et donc, par la suite, je me suis dit, OK, il faut que qu'est-ce que je fais? Quand je me suis rendu compte que finalement, je n'allais pas être pilote d'avion. Et j'ai rencontré un ingénieur qui m'a parlé du fait qu'il travaillait sur un pont, sur la conception d'un pont. Et ça c'est venu me chercher. Je voyais l'aspect pratique, je voyais toutes
les recherches de solutions et tout ça qu'il y avait dans ça. Donc, c'est ce qui m'a poussée et qui a fait le plaisir aussi, comme je disais, de ma famille qui me dit « Ah, tu devrais aller à l'université, c'est le fun d'aller à l'université. » Donc, voilà, c'est ce qui m'a amenée. Puis la plus grande satisfaction, je dirais, c'est ben, pour moi, j'aime ça trouver des solutions à des problèmes, j'aime ça réfléchir, trouver des solutions. Donc, je trouve que quand on est en sciences, et particulièrement en génie, qui est mon bagage, on travaille beaucoup ça. Là, on a souvent des problèmes devant nous, puis on cherche des solutions et on travaille en équipe aussi à faire ça. Puis ça, c'est peut-être, des fois, on voit les sciences génie comme étant des gens qui travaillent tout seuls, qui vont chercher tout seuls, puis c'est pas du tout mon expérience. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, puis les solutions, souvent, c'est en équipe, puis justement dans une équipe multi où on les trouve, les meilleures solutions. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'il faut pousser un petit peu au niveau. Ça ne veut pas dire de travailler tout seul, de s'en aller en sciences ou génie, ça veut dire aussi de travailler en équipe. Et ce serait ma petite introduction. Merci, Caroline. La prochaine personne que j'aurais, ça serait Christiane. Tiens, lance-toi. Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène. Bonjour à tous, à toutes. Christiane Dufresne, moi, je suis chercheur postdoc à l'UQAR-ISMAR, comme disait Fanny tout à l'heure. Mon parcours a été absolument pas rationnel. Ça a été vraiment parce que j'aimais, parce que j'avais envie de faire. J'ai eu la chance que mes parents me disent « Fais ce que tu veux », mais ma famille venait disons, un background beaucoup plus sciences sociales ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est bien les sciences. Wow, une fille en sciences. Donc, j'ai eu cette chance-là d'être portée par ma famille puis d'être encouragée. J'ai fait tout le temps mes choix parce que j'avais envie de faire ce que j'aimais faire, ce qui est un super bel avantage. Puis l'autre inconvénient, c'est que j'ai eu, enfin, inconvénient en apparence, ça a été que j'ai eu l'impression d'avoir une route un peu sinueuse, un peu tortueuse, pas un parcours droit, parfait, qui peut parfois être plus valorisé, mais jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'avoir une super encadrante quand j'ai fait mon doctorat qui m'a dit « Non, mais moi, je t'ai recrutée parce que tu as un parcours atypique. » Et ce côté hors norme qui m'apparaissait parfois comme étant une tare, ben, c'est ressorti comme une qualité puis comme quelque chose de super positif. Puis ça, je pense que ça reste important. On n'en parle pas toujours, donc je pense que c'est une bonne chose à dire. Donc, de s'écouter, de faire des choses qu'on aime. Un parcours, donc, comme je disais, qui a été un peu sinueux, puis qui a fait que j'aurais jamais pensé arriver dans les sciences marines. Si on repense à moi, jeune femme qui devait choisir ma carrière, j'en avais aucune idée. Et j'ai vraiment choisi avec mon ressenti ce que j'aimais faire. Voilà. Et puis, pour ce qui est une satisfaction, un peu comme Caroline, je pense que le plaisir que j'ai de travailler avec les gens avec qui je travaille sur des projets qui m'intéressent, ça reste ça. Donc, c'est disons, des petits plaisirs au quotidien qui font que je suis pleinement satisfaite, que j'aime mon travail, que je peux compter sur les doigts d'une main les jours où j'ai pas eu envie d'aller travailler parce que j'aime ce que je fais. Puis pour moi, c'était ça le plus important, c'est d'être vraiment heureuse. Puis tous les matins, de me dire « Ah, je vais faire ça aujourd'hui, puis ça avec des gens, absolument, ça va être génial, puis je vais aimer ma journée. » Donc, je pense que c'est des petites satisfactions au quotidien qui font ma satisfaction globale. Marie-Hélène, es-tu là? Oui, excusez, j'avais de la difficulté à cliquer sur mes boutons. Je suis là. Merci, Christiane. Intéressant quand même de parler justement de cette notion-là de parcours atypique. Je pense qu'on voit déjà une bonne diversité au niveau des motivations qui peuvent nous amener à faire une carrière en STEM. Et la prochaine que j'ai dans ma liste, c'est Céline. Moi, je suis la doyenne, donc je vais vous ramener à une époque que vous n'avez pas connue ni ni l'autre, c'est-à-dire que je pense que l'idée d'aller en sciences est très ancienne chez moi parce que quand ça a été le temps de choisir où j'allais au secondaire à l'époque, les polyvalentes n'existaient pas. Et on avait le choix entre un cours général, commercial, scientifique et classique. Et j'avais décidé que je voulais aller au cours scientifique. Donc, ça veut dire que ça remonte à loin. Ce que finalement, je n'ai pas fait parce que ma famille m'a dit « Ah, non, tu devrais aller au classique. Le classique ouvrait beaucoup plus de portes. »
Et donc, j'ai été là, mais je me suis toujours souvenue de ça. Ça veut dire que quelque part, donc, je devais aimer à peu près. C'était quelque chose qui m'attirait depuis le départ. Puis après ça, les choix que j'ai faits, je dois avouer que c'est toute une série de circonstances. J'adorais les mathématiques. À un moment donné, je voulais m'en aller en mathématiques, puis je savais pas quoi faire avec les maths, puis je disais, je veux surtout pas être prof de maths parce que je me voyais pas expliquer à quelqu'un qui comprenait pas les maths comment faire, parce que pour moi, en tout cas, c'était trop simple. Et donc, je voulais aller là, puis à un moment donné, je voyais pas vraiment les débouchés. Puis finalement, je me suis retrouvée en bio, et ce que j'adore, mais en fait, j'aimais à peu près n'importe quoi. Je pense que j'aurais pu me retrouver n'importe où en sciences, puis j'aurais été heureuse. J'aime vraiment ça. Et je pense que la preuve que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, c'est que maintenant, je suis retraitée, je suis prof émérite, mais je travaille quasiment à temps plein parce que l'idée de m'en aller à la retraite, en fait, c'était un arrangement que j'ai pris avec mes collègues et avec mon directeur en disant il n'y a pas de relève, on n'a pas de relève parce qu'on n'est pas obligé de prendre nos retraites dans le domaine où on est. Mais si on ne part pas à la retraite, on ne peut pas engager de jeunes. Le poste est fermé. Ça fait que je dis OK, à 65 ans, je m'en vais, mais donc pour laisser la place à un jeune prof, mais moi, je continue à faire de la recherche et de la formation parce que c'est vraiment ce que j'adore et je continue à faire ça tous les jours. Donc, c'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose que j'adore. Puis Christiane, quand tu disais que tous les jours, tu sais, allais travailler puis tu n'avais jamais envie de ne pas aller travailler, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. J'ai trouvé quelque chose que j'aimais. Puis, ce domaine-là, en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'on fait des choses qu'on aime puis qu'on choisit de faire. En tout cas, ça a été ma grande chance. Voilà. Une belle histoire d'amour, ça. Vraiment, merci pour ce témoignage-là. Super. Ma prochaine, c'est Gwenaëlle, en fait. Bonjour à tous. Merci Marie-Hélène, merci Fanny d'avoir initié cette belle conversation du midi. Moi, à la différence de Christiane, j'ai vraiment eu un parcours très linéaire, mais de façon très semblable. J'ai toujours été supportée par ma famille qui m'a toujours dit fais ce qui te plaît. Puis je savais vraiment pas quoi faire. J'ai été une adolescente un peu fofolle qui a goûté à plein de choses et puis qui aimait tout. J'ai toujours aimé aller à l'école. J'aime l'école. Du plus bas âge je me souvienne, c'est quelque chose que j'aime, être à l'école. Puis j'ai donc continué à aller à l'école en sachant pas vraiment ce que j'allais faire. Sauf que moi, j'habitais au bord de la mer. Puis la mer a toujours fait partie de notre famille. Mes grands-parents ont habité dans les marais salants de Guérande. Donc la mer, ça fait partie de nos racines de l'ouest de la France. Le dimanche, on va au marché. Le marché est à côté de la mer. Donc moi, la mer, là, ça a été mon endroit de jeu. Alors, quand j'ai été un peu ado, un peu plus grande qu'ado, là, je voulais être prof de voile, moniteur de voile l'été, puis moniteur de ski l'hiver. C'était un peu ça, ma motivation dans la vie. Pas très scientifique, mais j'ai quand même toujours continué parce que j'aimais l'école. Puis un jour, ça s'est révélé, j'ai aimé... j'ai découvert la chimie, mais surtout, j'ai découvert... la thermodynamique, c'est fou, hein, parce que j'avais eu horreur de ces cours-là. Mais quand j'ai compris à quoi ça servait dans le vrai monde de la mer, là, ça s'est arrivé comme une révélation pour moi. Puis j'ai vraiment trouvé ma voie à partir de la maîtrise. Avant, je dirais que j'ai virevolté, touché à plein d'affaires. Mais ça m'a emmené jusque-là, puis là, j'ai vraiment une passion. J'ai adoré ça. Puis j'avais beau être la seule fille, j'ai quand même adoré ça pareil. J'ai aimé ça aller sur le terrain, j'ai aimé ça voir les choses que j'avais apprises en classe, des concepts que j'avais vus peut-être l'équivalent du cégep et tout, mais là, je les voyais pour de vrai, ça s'appliquait. Puis ça, là, ça a été pour moi
vraiment une passion qui est née à ce moment-là, puis ça a lié avec la mer, donc j'ai continué là-dedans. Puis je me souviens plus de ta deuxième question depuis. C'était une question surtout, la dernière question, c'était comme c'est quoi la plus grande satisfaction, mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde souligne tellement de passion que je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. De tous les jours, vacances incluses, week-ends inclus, d'avoir cette passion-là, c'est quelque chose qui mène ma vie finalement. Notre vie, elle est menée par cette passion-là. Et puis, je ne saurais pas dire ce qui me plaît particulièrement. C'est comme l'ensemble et la chance qu'on a de faire ce métier-là. Moi, je le dis à chaque fois, quelle chance on a. C'est un métier magnifique, on rencontre des gens magnifiques, des jeunes, on est toujours avec des jeunes, c'est fantastique parce qu'on se voit moins vieillir et on a toujours l'impression d'avoir de la jeunesse, ça grouille toujours, ça change, c'est jamais la même chose, il n'y a pas de routine. Alors, moi, je suis vraiment pleinement heureuse dans ce milieu-là. Super. Merci du témoignage. Puis maintenant, on a France aussi à connaître. Pourquoi tu as choisi ton domaine en bio? Qu'est-ce que tu trouves le plus satisfaisant? C'est ça. Moi, mon parcours était aussi, en fait, beaucoup de support du côté de ma famille. Ma famille est très arts et sciences, mais c'est des gens, justement, pour qui l'éducation était très importante. Donc, on a toujours eu tout le support dont on avait besoin. Donc, moi, j'avais une très grande sensibilité à l'environnement. En fait, mon père m'avait donné un livre à lire de Rachel Carson, puis je suis allée en bio plus pour le côté environnement, mais quand j'ai commencé à étudier au bac, c'est là que j'ai découvert tout le domaine de l'évolution, puis j'ai donc transféré un peu vers ce domaine-là, puis en particulier comme un professeur, des fois c'est ça, un professeur qui m'a donné un cours de comportement animal au bac, puis c'est là que j'ai vu, wow, la recherche, découvrir un autre monde, comprendre le monde qui nous entoure, puis j'ai dévié du côté plus appliqué vers lequel je pensais aller, vers un côté plus fondamental, puis là, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que je suis devenue accro plus sur le côté recherche, puis ensuite, ça m'a amené vers le doctorat, un peu, c'est ça, un peu naturellement. Puis, satisfaction, ben aussi, c'est ça, c'est la liberté qu'on a, en fait, de décider de ce qui nous intéresse, de où on veut creuser plus loin. Satisfaction aussi d'avoir des étudiants à tous les cycles. Ça peut être juste un courriel d'un étudiant de premier cycle qui te remercie pour l'effort que tu as donné. Donc, c'est un peu, c'est ça, c'est d'être entouré de gens qui sont curieux. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on cherche dans les arguments de pourquoi il n'y a pas tant de femmes en sciences ou qu'il n'y a pas une parité ou quoi que ce soit, souvent on dit parce que les femmes sont interpellées par des professions, des métiers où est-ce qu'ils peuvent aider les autres. Ouais. Au final, par votre position de professeur, de chercheur, de communicatrice finalement au sein d'une institution d'éducation puis d'enseignement en général, c'est l'université en général, ce genre d'endroit-là, mais vous participez à cette aide-là, à cette vie collective-là, puis c'est super, c'est le fun que vous voyez justement cet aspect-là dans votre cheminement. Merci pour ce tour de table. Fait que le temps file, alors on va passer déjà à une petite question un peu plus ciblée. Juste pour cadrer un peu l'idée qu'on a en arrière de ça, dans les dernières années, on a trouvé, entre autres, que les enfants, rapidement, en fait, dès qu'ils entrent à l'école, commencent à classer l'intelligence des femmes et des hommes comme étant différentes. C'est sûr qu'il y a une progression, par exemple, à l'image du scientifique qu'on se fait depuis les années 60, qu'on est passé à 1%, que maintenant, il y a un enfant sur 3 qui va dessiner une femme, par exemple, quand on lui demande de dessiner une personne scientifique. Fait qu'on voit quand même que les stéréotypes changent au niveau des enfants, mais on ne peut pas nier que ça a un impact sur nous-mêmes en tant que personnes qui ont cheminé dans cette culture-là, dans cette société-là. Fait que j'ai une question un peu orientée plus vers Céline et Caroline qui nous ont parlé un peu justement d'être en ingénierie puis de la période de temps
quand est-ce que vous avez étudié finalement. Puis je voulais savoir, quand vous avez entamé vos études à l'école, vous en avez parlé un petit peu, mais on pourrait approfondir ça un peu. C'était quoi un peu l'image d'une femme en sciences que vous faisiez? Puis je me demandais si vous avez eu des mentors, des modèles, des gens qui vous ont comme un peu dit oui, c'est possible, puis on va le faire ensemble ou tu es capable de le faire. Fait que peut-être Céline, tu as l'air d'avoir un petit kick pour répondre, sinon ça peut être Caroline, allez-y. Je te dirais que je sais pas comment répondre à ta question. Effectivement, on n'était pas, quand j'étudiais, on n'était pas beaucoup de filles en sciences. Je me souviens, à l'époque où tu es ado puis tu es gênée d'être entrée en secondaire 4, là, d'avoir été la seule fille de mon cours de mathématiques toute l'année, puis on était 2 filles en chimie. C'est un peu stressant, ça, quand tu es ado. C'est pas vraiment super agréable. Mais je t'avoue que je me suis jamais posé la question à savoir si je pouvais aller à une telle place ou non parce que j'étais une femme ou pas. Je ne sais pas si ça faisait partie de mon éducation ou que nos parents nous ont donné, mais pour moi, dans la vie, j'avais le droit d'aller où je voulais aller. C'est toujours ça qui m'a menée. Je ne me suis pas mise de barrière de ce côté-là. Donc, j'en ai pas vu parce que je ne m'en mettais pas moi-même. Mais pourquoi je ne m'en mettais pas, je ne le sais pas. Je ne peux pas te répondre. C'est peut-être effectivement une question d'éducation où on m'a appris que j'avais le choix de faire ce que je voulais. Puis c'est ça qui m'a menée tout le temps. Donc non, ce n'est pas des mentors particuliers. C'est sûr qu'on en a. Écoute, on en rencontre dans nos carrières des gens qui nous influencent. Puis, tu sais, quand je disais qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que je me suis retrouvée dans certains domaines particuliers, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui ont été hyper importants pour moi. Mais de dire que c'est modèle masculin ou féminin, je pourrais pas te dire. OK. Caroline, je ne sais pas, toi. Oui, je suis à peu près à la même place. En fait, j'ai l'impression que moi, je ne me suis jamais posé cette question-là de dire est-ce que j'ai pas le droit. J'ai toujours l'impression que je pouvais aller où j'avais envie d'aller. Ceci dit, moi, je suis en génie civil, donc c'est de mieux en mieux, mais moi, j'ai eu très, très peu de profs féminins. Il y avait, je m'en allais en construction, très peu de modèles. Mais on dirait même des fois, ça m'arrive souvent d'être dans des réunions juste des hommes. Je suis toute seule de femme, mais il faut que je me dise ah, regarde, tu es toute seule de femme. C'est comme si je me la pose même pas la question. Je suis parmi ce groupe-là, puis je fais. Donc, je suis assez d'accord avec Céline. Je pense que c'est une question d'éducation, de toujours s'être fait dire ben, tu peux aller où tu veux, là, puis tu es bonne en sciences, tu aimes ça, va dans ce domaine-là. C'est sûr que moi, j'aimais aussi beaucoup enseigner, même au secondaire. Je me souviens, la prof de mathématiques, elle me donnait la classe quand elle ne pouvait pas être là. C'est moi qui... Donc, cet intérêt-là pour enseigner a comme toujours été très présent. Puis c'est un peu drôle que là, c'est à 50 ans où je reviens vers l'enseignement parce que j'en ai toujours fait, mais plus au niveau des professionnels. Tu sais, c'est comme ma carrière n'a pas été non plus linéaire. Ça a été au gré des opportunités, tu disais tantôt, Christiane, des choses que tu aimes, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est ça aussi, des choses qu'on aime. Je dirais où moi, c'est peut-être un peu derrière ta question, mais où je le remarque plus, en fait, que je suis une femme dans un monde d'hommes, c'est souvent quand on se met à parler de l'importance de l'humain, de la communication, du travail d'équipe. Là, c'est là où il faut que j'argumente un peu. C'est comme si je me vois vraiment amener un autre point de vue dans une équipe où là, non, eux autres, ils s'en allaient tous dans cette direction-là. Puis je trouve que c'est là où on voit vraiment l'importance du multi, l'importance d'avoir différents points de vue puis d'être plus global. C'est dans des situations comme ça où je vois qu'il y a une différence. Mais sinon, c'est très rare où je me sens faisant pas partie de l'équipe parce que je suis une femme, mais c'est sûr que je suis beaucoup, beaucoup dans des mondes. C'est assez rare qu'on ait plus que nous deux femmes autour de la table dans les réunions, tout ça, particulièrement dans ma vie jusqu'à maintenant. Là. Dans le monde universitaire, ça va être un petit peu différent, quoique je suis la première professeure dans notre département. Donc, c'est différent dans le milieu universitaire. Puis, on aime ça en l'air, mais c'est pas très différent. Oui, on espère vraiment que ces modèles-là, qu'on peut devenir, puis Céline, tu es un peu un modèle pour moi, elle était plus en avant, mais on espère vraiment que ces modèles-là vont faire que toutes les femmes, les filles qui ont envie de faire ça,
se sentent la permission de le faire. Pour rebondir un peu sur la question justement des points de vue, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense dans les 2 dernières années, il y a eu une publication justement qui disait que les publications révisées par les pairs qui avaient des femmes dans leurs auteurs avaient tendance à mieux mentionner leurs billets, à les prendre en compte et à les mentionner dans leurs publications, alors que celles qui avaient par exemple juste des hommes, souvent ils oubliaient complètement leurs billets. Si on a un exemple flagrant en médecine, c'est quand les médicaments sont testés juste sur les hommes, puis pas sur les femmes. Historiquement, c'est ça qui se passe, puis ça fait en sorte qu'il y a plein de médicaments qui sont retirés du marché parce que quand les femmes en prennent, c'est comme « Ah, finalement, ça marche pas ». Fait que c'est super intéressant que tu soulèves ça, justement, l'espèce de tâche cachée, de s'assurer que l'endroit, le milieu de travail soit intéressant pour tout le monde, finalement. Super, merci. Pour un peu aller vers cette position-là des femmes, justement, au niveau des différents domaines, une question qui va s'orienter plus vers France et Christiane, finalement, pour avoir le pouls de votre impression sur c'est quoi, justement, cette position-là des femmes dans une équipe de travail en STEM? Comment est-ce que vous sentez que les femmes pas organisent, mais sont traitées dans une équipe de travail? Puis est-ce que vous sentez que, par exemple, à travers les générations ou les niveaux, si on veut, d'études des femmes, est-ce qu'on voit des attitudes différentes ou est-ce qu'on voit qu'il y a une différence entre ces générations-là? France, t'as des mutes, vas-y, France. Donc, ta question est multiple. Est-ce que notre façon de travailler les femmes en STEM, ben c'est ça, moi je suis un peu comme Caroline, toujours avec des hommes, puis c'est ça, il y a très peu de femmes donc, dans le département, donc c'est ça. Et donc, j'ai pas, tu sais, c'est ça, je me sens souvent, un peu comme toi, Caroline, tu dis, c'est devenu quasiment normal parce qu'on a toujours été comme ça. Moi non plus, j'ai jamais eu de modèle. Je pense que j'ai jamais eu de femme professeure au bac, à la maîtrise, des collègues biologistes, jamais. Donc, j'ai pas trop, c'est ça, c'est ça, je me sens souvent minoritaire mais tu sais, quand ça m'arrive de, justement, récemment, j'ai déposé une demande de subvention on était juste des femmes par hasard, puis c'est là qu'on dirait que j'ai réalisé que, mon Dieu, que ça fonctionne différemment de quand des autres demandes que je l'avais faites. Je sais pas pourquoi, je trouvais que tout roulait, tout allait bien, on se soutenait, des fois, il faut décider qui va être la première, qui va être la deuxième, puis je trouvais, mon Dieu, que ces discussions-là était plus facile, ou en tout cas, j'ai juste noté que c'était une façon différente de fonctionner, puis j'ai aimé ça, mais ça m'arrive moins souvent, disons, d'être au sein de femmes que de femmes. Sinon, ben c'est ça, c'est plus au niveau de ma relation, je pense, avec mes étudiantes, ou je pense que je sais pas par rapport aux hommes, mais c'est ça, je vais m'assurer que, tu sais, si elles sont enceintes, puis c'est ce qu'elles ont besoin pour continuer d'avancer. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai peut-être un souci particulier pour ça. Surtout en tant que dans un laboratoire de génétique, pour ce qui est d'une femme enceinte, on essaie quand même de faire ça, hein? Oui. Puis toi, Christiane, comment tu trouves la position des femmes dans ton milieu, puis les générations? Ben, moi, je trouve ça difficile. Je t'apporte un peu d'ombre au tableau. Là. Depuis tout à l'heure, on parle, on est super passionnés, on aime ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aussi des fois nuancer pour qu'on s'identifie. Justement, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver un mentor ou à m'identifier parce que je voyais les gens autour de moi qui parlaient en étant hyper passionnés, avec une voie de carrière hyper décidée, avec un parcours que j'admirais. Et moi, je me disais, mais jamais j'aurais cette passion, jamais je suis jamais aussi intelligente qu'elles, même si c'était des femmes, des mentors hommes ou femmes, finalement. J'ai pas un parcours aussi parfait, j'ai pas eu tel prix, j'ai pas eu publié dans tel journal, et puis j'ai toujours diminué et minimisé mes réussites, qu'elles soient petites ou grandes, puis mon cheminement, en fait. Peut-être par manque de mentor, je ne sais pas. Là, je soulève une question, mais je pense que pour moi, quand on parlait de ça, de mentorat, puis qu'on me disait « Ah, ben il y a Marie Curie »,
Puis je me suis dit, mais oui, c'est sûr, nous les filles, on a Marie Curie, une prix Nobel, mariée avec un prix Nobel, dont la fille a eu aussi un prix Nobel. Ah, si j'ai pas de prix Nobel, je suis pas... Donc pour moi, le gap était tellement grand que pour moi, ça me faisait plus de pression, de stress, d'angoisse presque, d'être comparée à des femmes vraiment exceptionnelles comme ça. Donc ça, c'est une première partie. Donc moi, je trouvais ça difficile de ne pas avoir ce mentor-là. Mon parcours qui est quand même récent. Moi, j'ai soutenu il y a 7 ans, même pas moins de 7 ans. J'ai entrepris mon doctorat il y a moins de 10 ans. Donc, c'est relativement récent. Puis, de tout mon parcours universitaire, mes encadrants ont été principalement masculins. Tout le temps, sur papier, mes directeurs, officiellement, c'est des hommes. Et mes encadrants, c'était des encadrantes. C'est des femmes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, puis qui ont été au quotidien à côté de moi. Et donc, oui, là, j'ai pu trouver des mentors, mais c'était relativement tard dans mon parcours, je trouvais. Puis oui, en physique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Quand je disais que mon parcours n'a pas toujours été linéaire et droit, quand j'étais arrivée à devoir décider ce que je voulais faire à l'université, j'étais admise en physique à l'université et je ne suis pas allée parce que j'ai eu peur, parce que c'était... Donc oui, moi, je ne suis pas de ces femmes fortes qui ont toujours bravé la tempête. J'ai eu peur, j'ai freiné, j'ai reculé. Puis finalement, j'ai quand même réussi à faire ce que j'aimais, là, mais si on a un parcours qui n'est pas parfait, linéaire, ben, je pense qu'il faut juste pas se diminuer, pas en avoir peur. Puis voilà, c'est ça. Il y a ça, c'est difficile. Puis pour moi, c'est encore difficile au quotidien parce que oui, je suis vraiment entourée d'hommes et qu'il y a cette claire différence entre les hommes qui ont des postes qu'on va admirer davantage ou des postes à responsabilité ou clairement un poste de prof. Et puis, souvent, juste le niveau en dessous, que ce soit des professionnels de recherche ou des postdocs, il va y avoir beaucoup plus de femmes. Donc, il y a une espèce d'inégalité. Donc, il y a ça aussi. Donc, la proportion des femmes en sciences augmente et c'est super. Et loin de moi l'idée de vraiment juste assombrir notre discussion aujourd'hui, mais j'aimerais aussi qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour que cette répartition soit vraiment encore plus équitable parce que comment est-ce qu'on peut encore amener les choses plus loin et continuer sans cesse d'améliorer pour nous toutes et nous tous notre contexte de travail au quotidien. C'est vraiment intéressant ce que tu soulèves. Il y a comme 2 notions que je trouve qui étaient super bien exprimées. Il y a le concept, je ne sais pas si vous connaissez le concept Hermione Granger, qui est finalement une femme qui, pour être perçue comme intelligente ou comme pertinente, il faut qu'elle soit tout le temps parfaite, tout le temps on top of everything, qu'elle arrive, qu'elle soit déjà prête, qu'elle ait étudié, qu'elle ait l'air de travailler fort aussi, c'est super important. Et la perception de l'intelligence chez les femmes est très associée, selon les études, là, je ne sors pas ça de mon chapeau, est très associée à l'apparence d'effort qu'elle fournit. Puis, c'est ça, au parcours parfait. Puis ça, c'est un standard qui est reflété dans plusieurs domaines en société. Fait que je trouve ça intéressant que tu soulèves ça. Puis le fait aussi que, justement, même si la proportion augmente, les postes de pouvoir ou les postes d'autorité ou reconnus, valorisés ne sont pas nécessairement attribués à des femmes. Donc, merci, Christiane, de mettre le point là-dessus. Et je vois que Gwenaëlle a levé la main. Donc, vas-y, Gwen. Oui, j'aime beaucoup ce concept d'apparence parce que l'apparence de travailler fort, mais aussi l'apparence tout court. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rentrer dans des salles pleines d'hommes où on me demandait pas qui j'étais, puis au moment où ça m'arrivait, puis que moi, je me présentais en tant que professeur, pas de maquillage, pas de lunettes, des baskets aux pieds. Là, c'était comme... Puis ça, là... Je pense que c'est ça qui m'a le plus déstabilisée quand je suis rentrée en poste, c'est que on n'associait pas ma façon d'être ou comment je m'habille ou bref, ça ne fitait pas avec ce qu'on attendait d'un poste de professeur ou ce que la communauté attendait. Alors, il peut y avoir des profs pas rasés, des jeans un peu troués, style je vais sur le terrain très souvent. Mais une femme, elle ne peut pas vraiment avoir ce style. Je vais sur le terrain très souvent avec mes bottes. Puis pourtant, c'est ça ma job. Alors, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler sur soi. Moi, ça me fâche, mais après, j'ai pris la décision d'en rire. Je trouve ça drôle de voir leur tête.
tous ces hommes-là quand on arrive, puis qu'on a... Ah oui, j'aime donc l'apparence de travailler, mais aussi l'apparence tout court. Et Gwen, est-ce que c'était en France, ça? Non, c'était ici. C'était ici, OK. Parce que moi, j'ai noté... Caroline fait dire que oui. Moi, en fait, ce qui m'a fait un peu plus, parce que quand j'étais à la maîtrise, je voyais pas de différence hommes et femmes, là, mais c'est quand je suis allée faire mon doctorat en Ontario, où là, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de commentaires sur mon apparence, puis par beaucoup les femmes de la génération avant moi qui étaient, je sais pas, qui plus masculines ou qui me faisaient des remarques sur mon habillement. Ça venait des femmes, moi, pas des hommes. C'était assez surprenant. Oui. Oui, cette apparence, les femmes, on s'en sort pas. J'ai vu Fanny Caroline qui veut les mains. Moi, je veux juste ajouter quelque chose sur cette apparence, une anecdote qui m'est arrivée et qui m'a profondément marquée. Quand j'étais, on va dire, chargée de cours en France, où moi aussi, Gwen, j'étais très basket-bot arrivant de Bretagne et des milieux vaseux, on m'a fait comprendre que si je voulais être respectée dans un amphi de 300 personnes, valait mieux que je porte une veste et que je sois maquillée et que je mette des talons. Et ça a marché, malheureusement. Donc, voilà, j'ai trouvé ça, sur le moment, ça m'a extrêmement choquée. Après, je suis passée dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment particulier. Oui. Christiane, tout le monde lève les mains. Non, mais c'est juste super drôle. En fait, c'est pour montrer l'autre dynamique que des fois en physique, c'est l'inverse, qu'on peut se faire dire on ne fait pas de la physique en robe. Ah ouais. Ouais, et donc il y a tout le côté où des fois c'est l'inverse. Donc là, Fanny fait part d'une situation où est-ce qu'il faut se montrer très féminine, mais il y a les autres situations où est-ce qu'il faut surtout ne pas le montrer, ne pas dire quand on se retrouve sur une embarcation en mer, un tout petit bateau, on est la seule femme, ben, qu'est-ce que je fais quand j'ai mes règles? Puis c'est dommage à dire, mais c'est des situations qui existent. Puis en tout cas, je voulais juste amener l'autre travers de la médaille pour dire que finalement, des fois, ça fait du bien d'en parler. Parce que selon les domaines, c'est très, très, très fermé. On peut penser que c'est la réalité d'un monde, mais que d'en parler, puis avec des gens, des femmes de d'autres domaines, mais à l'international aussi, ça peut nous aider à dire non, ben on a des œillères, puis un peu à les ouvrir, puis à se dire que ça ne se passe pas comme ça partout et que c'est bien, en fait, de se mélanger, puis de ne pas rester en vase clos, puis de communiquer pour échanger. Bon point. Caroline, ça fait quelques fois que tu lèves la main. Je voulais revenir, Christiane, quand tu as parlé d'un peu des peurs, du fait qu'on voit les gens comme idéal, puis nous, on se dit, voyons, moi, je ne suis pas capable d'atteindre ça. Puis, je dirais que c'est une des choses, parmi toutes les choses qui m'a apporté d'avoir plus de femmes autour de moi, d'être capable de parler de ces peurs-là, d'être capable, on les a tous, on se sent tous un peu que peut-être on n'est pas à la hauteur de « wow », puis qu'on n'a pas, ben, en tout cas, pour parler personnellement, on n'a pas l'impression de tout avoir pour obtenir ce poste-là ou pour être à cette hauteur-là. Puis je pense que tout humain a ces craintes-là, mais je trouve que c'est merveilleux d'avoir des femmes autour de nous avec qui on peut parler de ça et qu'on se rend compte que ça enlève beaucoup de l'anxiété si on se rend compte qu'on est tous pareils puis qu'on fait tous notre possible puis qu'on... C'est la passion qui fait qu'on avance, puis il ne faut pas se laisser mettre des barrières par ces craintes-là, mais ça, c'est un apprentissage, je pense, humain. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que ces craintes-là, il faut apprendre à les laisser de côté, il faut apprendre à avancer malgré tout avec ça, puis qu'il y a une grande richesse dans le multi de ne pas avoir juste un parcours linéaire, mais d'avoir fait toutes sortes de choses, d'avoir différentes passions. Puis ça m'amène aussi à ce que tu disais, les choix. Tu sais, à l'université, moi aussi, je me suis dit, OK, je m'en vais-tu en génie, même rendu en génie, quel génie je choisis? Tu sais, quand on a plein de passions, puis qu'il y a plein de choses qui nous intéressent, à un moment donné, il faut faire un choix, puis c'est pas facile, ça amène, puis on veut faire le bon choix, je ne sais pas, moi en tout cas, j'avais ce bagage-là de vouloir faire le bon choix, puis de se rendre compte que, en fait, tous les choix sont bons, après, notre chemin va se tracer par lui-même, mais voilà, donc c'était mes petits apports par rapport à ça. Merci.
Gwen avait levé la main, puis après ça, on va passer à la prochaine question, si ça ne vous dérange pas. Vas-y, Gwen. C'est une tranche de vie de Fanny. Fanny, elle voit directement de quoi je veux parler. Quand le poste est sorti ici, sur lequel Fanny a postulé, puis qu'elle a obtenu, le soir de la date limite ou quelques jours avant, on était ensemble avec une amie. Puis là, elle nous dit, ah, Fanny postule. Oh non, oh non, non, je peux vraiment pas, arrête. Puis là, non, mais en plus, je pars en Tasmanie, alors non, je peux pas. Je suis vraiment pas bonne. T'as vu qui c'est qui était là avant? Hey, il recrute niveau. Bref, il a fallu vraiment lui tordre un bras. Finalement, le lendemain matin, dit, ah, les filles, finalement, ben, j'ai quand même postulé. Puis la voilà aujourd'hui où elle est. Donc, d'écouter les autres aussi qui font confiance. Ben voyons, tu sais, pourquoi tu postules pas? Tu es capable, tu sais. Mais Fanny était persuadée, de façon instinctive pour elle, le poste, comme tu disais, Caroline, le poste n'était pas pour elle. C'est super intéressant en même temps parce qu'on voit qu'il y a la dimension « j'aime ce que je fais, je suis capable de faire les tâches ». Puis il y a la dimension « est-ce que je suis capable d'être un professeur? Est-ce que je suis capable d'être dans la position de pouvoir, d'autorité, la position qui est valorisée, alors que finalement, premièrement, il y a une partie de cette position-là qui est apprise sur le tas. Fait que déjà là, il faut le faire pour avancer. Puis après ça, ben, c'est ça, on se met nos barrières en disant comme oui, je suis capable de faire les tâches, je suis capable de faire de la science, je suis capable de faire mes calculs, mais je ne serais pas capable d'être professeur. C'est spécial quand même qu'on se met ces barrières-là. Je voulais juste montrer ce que j'avais remarqué. Donc, la prochaine question, c'est pour Gwen et Caroline. On essaye de parler un peu plus des enjeux reliés au fait d'être à l'UQAR, d'être dans une petite université par rapport à ailleurs au Québec, au Canada, à l'international, par rapport à vos expériences. Est-ce que vous voyez qu'il y a des différences? Bien, c'est sûr, là, Caroline, ça fait pas très longtemps que tu es à Rimouski, mais que tu es à l'UQAR, mais peut-être juste, j'aimerais ça aborder avec vous si vous avez remarqué, mettons, à travers votre parcours dans d'autres universités, si vous voyez qu'il y a quelque chose en particulier à l'UQAR ou à Rimouski. Une drôle de question. Je ne sais pas trop quoi te dire. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Disons que moi, ce n'était pas un choix. Ça n'a pas été, je ne suis pas venue là comme ça. Je ne me suis pas dit, hey, moi, ma vie, là, c'est à Rimouski. Non, mais j'aime le ski. Alors, bon, le ski, on en revient toujours au même, hein? Finalement. Donc, non, mais j'aime être ici. C'est sûr que je trouve ça loin, mais en ce moment, en pandémie, tout le monde est loin. Alors, ça nous... Non, il n'y a pas... J'ai pas... Ouais. Je laisse la place à Caroline, peut-être qu'elle va être plus facile. Je vois pas de défi là-dedans. Je trouve que c'est une belle place pour avoir élevé ses enfants. En pandémie, on voit encore mieux l'intérêt d'être dans des régions. C'est sûr qu'on est loin. On a la mer, on a la... Ouais, j'ai la plage, j'ai la montagne. Juste pour mon côté famille, mon côté moi, j'aime ça. Là, je suis heureuse ici. Puis en plus, on a une université qui nous donne, dans laquelle on est capable d'aller, de relever des défis. Donc, on n'est pas nombreux. On peut faire tout plein de choses. Il y a tellement de choses d'inexplorées ici. Donc, il y a un côté un peu... exploratoire, que je trouve que probablement j'aurais pas si j'étais dans des grands centres urbains. Moi, comme tu dis, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je te dirais le point que j'ai vraiment positif, c'est le fait que les groupes sont petits. C'est par rapport à d'autres universités où je me retrouverais devant des classes de 200 personnes ou de 150 personnes, j'en ai 12, j'en ai 13, j'en ai 20. Je trouve que ce lien-là qu'on aime avoir avec les étudiants au niveau du bac, c'est sûr qu'après, dans les recherches, quand on est les études graduées, c'est à peu près c'est plus similaire, disons, d'une université à l'autre. Mais ça c'est vraiment un intérêt, quelque chose que je trouve fascinant d'avoir ce contact-là plus près avec les étudiants au bac.
L'autre côté, je parlais tout à l'heure, moi, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe, puis c'est certain que là, je suis en train, on est 2 professeurs en génie civil, on part un nouveau programme, il y a une certaine difficulté, je dirais, de ne pas avoir une équipe dans laquelle on se sert, mais d'être un peu tout seul avec ton bâton, puis de dire, OK, on est juste nous deux, quoique le reste du département nous appuie, mais ils ont déjà tous leurs autres travaux dans lesquels donc ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus difficile et je pense que c'est tout nouveau. Je pense que ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, je vais faire de la collaboration, mais avec des gens dans d'autres universités éventuellement, puis avoir des groupes de recherche. Mais puis parce que il n'y a pas, comme je pense à l'ISMER, vous êtes quand même, il y a un noyau là, alors que moi, j'ai l'impression de défricher un peu, puis c'est super parce que ça va créer quelque chose de nouveau. Mais voilà, c'est peut-être des éléments par rapport à des réponses. Des bons défis, mais des défis qui te parlent finalement. Et puis, en fait, j'ai comme eu un flash sur l'intervention tantôt de France qui disait qu'en Ontario, tu avais eu plus de commentaires. Fait que je me demandais, toi, ton expérience par rapport à aller ailleurs qu'au Québec, tu as senti une différence entre la culture québécoise puis ailleurs? Oui, j'ai senti, ben c'est ça, que je sentais, en fait, je me faisais plus, même parce que peut-être j'étais aussi au doctorat, mais je me faisais challenger par des techniciens du labo, tu sais, c'est comme, c'est sûr, ça m'était jamais arrivé quand j'étais à la maîtrise, mais je sentais beaucoup plus la discrimination en Ontario qu'au Québec. Céline, tu as connu l'Ontario aussi? En fait, je vais te dire ça, j'avais trouvé ça tellement drôle quand je suis arrivée, c'est pour mon postdoc. Puis je suis arrivée, j'avais mon premier bébé dans ce temps-là. Puis, Gordon et moi, on n'a jamais été mariés. Donc, j'arrivais dans tu sais, au sud de l'Ontario, c'est hyper conservateur. Donc, une fille qui arrive, postdoc, son bébé, son chum qui est resté travailler à Québec, je détonnais tellement, mais tellement, que j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas du tout vous classer. C'était vraiment drôle. Puis j'ai senti ça les 2 ans où j'étais là, j'avais l'air comme un extraterrestre, tu sais. Parce que, il n'y avait pas d'autres filles dans le labo où j'étais, il n'y avait pas de femmes dans ce département-là, il y avait une femme qui était professeure. Ça fait que tu arrives, c'est ça, tu as ton bébé, tu es tout seul, ton chum est ailleurs. Tu sais, ça fait que j'avais vraiment l'impression d'être hyper extraterrestre pour eux autres parce que c'était très, très conservateur par rapport à ce que j'avais connu. Mais même moi, tu sais, je suis allée faire un postdoc à San Diego, puis j'avais mon bébé, puis à la douane, le douanier disait, mais comment tu vas faire un postdoc si tu as un bébé? Comme, qui va s'occuper de ton bébé? Genre de questions. Mais... Il se mêle de quoi, lui? Oui. On ne dit pas ça aux douaniers. OK. Merci pour ces témoignages-là. Le temps file, puis il y a une grosse question qu'on voulait vraiment aborder, donc je vais glisser un peu. Si on considère, en fait, à Sherbrooke, il y a la chaire de recherche sur les femmes en sciences et en génie, qui était, je pense qu'il a commencé dans les années mi-90, donc ça fait longtemps. Puis ils ont publié des chiffres dernièrement d'une analyse sur les 10 années entre 2007-2018 pour montrer les différents niveaux universitaires en génie puis en sciences appliquées en général. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en génie, il y a une légère augmentation de 5% à peu près de tous les paliers. Fait que ça veut dire qu'au bac, on est passé de 16% à 21%. Wouh! Puis, en fait, au doctorat, là, pour donner l'extrême, si on veut, c'était de 24% à 27%, 23, 24 à 27%. Donc, il y a une toute petite augmentation. Alors que si on regarde pour les niveaux, pour les sciences appliquées en général, les sciences pures appliquées en général, c'est vraiment stable. Dans le temps, on tourne entre 35% pour le doctorat puis 45% pour les baccalauréats. Puis les maîtrises sont tout le temps au milieu de tout ça. Fait que là-dessus, pour se donner une idée qu'on voit que dans le temps, bon, sur 10 ans, ça n'a pas explosé, mais quand même, je voulais savoir, est-ce que vous pensez là-dedans qu'il y a des initiatives, il y a des programmes, il y a beaucoup de choses qui sont venues aider, si on veut, dans les 20 dernières années. Il y a beaucoup de programmes au CRSNG, les filles et les sciences, il y a plein d'initiatives à différents niveaux qui essayent d'encourager les gens, puis on voit que ça augmente de façon un peu lente. Je voulais savoir, est-ce que vous, personnellement, vous avez pas nécessairement bénéficié, mais est-ce que vous avez eu des initiatives qui vous ont plus parlé
qui vous ont permis d'encourager un peu plus les gens en ce sens, ce serait quoi pour vous une initiative intéressante pour encourager les femmes? Moi, il y a une chose que j'ai trouvée très souvent, c'est que on en perd beaucoup au niveau du postdoc, puis après, pour des raisons de maternité. Plusieurs ont l'impression, pourtant, on a plusieurs exemples ici, là, où on peut avoir des enfants et faire ces carrières-là, mais pour plusieurs, il faut quasiment les persuader que les deux sont possibles. Et moi, je suis contente, par exemple, je pense qu'à peu près 90% de mes étudiants au doctorat, que ce soit des gars ou des filles, ont eu leur premier bébé pendant leur doc. Donc, c'est de leur dire que c'est possible. J'ai eu des postdocs qui sont venus chez nous et qui m'ont dit, ben moi, mes patrons, ils m'ont dit que si je voulais aller en sciences, il ne fallait pas que j'aille d'enfants. J'ai dit quoi? Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on doit lutter beaucoup. On est plusieurs ici qui ont des familles. Moi, j'en ai 3. France aussi. Tu en as 2, toi, France? Fait que, donc, mais ça, je pense, c'est un gros frein. Je ne sais pas, les filles, ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, une idée qu'on doit absolument combattre. Ben non, j'allais dire, on dirait que c'est souvent l'argument qui est donné, alors que moi, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être le problème qui est le plus important, c'est le manque de confiance en soi. C'est que les filles, il faut leur dire qu'elles sont bonnes puis qu'ils peuvent aller là-dedans, mais je pense que des fois, ils vont s'enfermer dans le rôle, ben moi, je veux la famille, je veux des enfants, donc je ne vais pas là-dedans. Alors qu'il y en a des exemples possibles où je ne veux pas ce genre, où je veux prendre plus de temps, mais ce qu'elles ne voient pas, c'est, il y a la flexibilité qu'on a quand même, nous, en tant que prof d'université, qu'on peut organiser notre temps un peu comme on veut, alors que dans d'autres types d'emplois, si ton bébé est malade, ben tu ne peux pas quitter ta job pour aller t'en occuper. Donc, ouais. Tu as tout à fait raison. On a une flexibilité extraordinaire que beaucoup d'autres n'ont pas. Puis effectivement, ça ne paraît pas, ça ne transparaît pas. Christiane avait levé la main, puis je vois Caroline aussi qui voulait parler juste avant. Vas-y. Bien, je vais laisser Caroline en premier. C'est vraiment une petite parenthèse, Christiane. Moi, j'allais dire, c'est quand même... c'est beau de voir les exemples. Moi, j'ai ma fille qui a 8 ans, puis je commence comme professeur, puis je dirais que l'année où tu commences... c'est difficile par rapport à la vie de famille. Puis ça, c'est vrai en termes d'université, mais c'est vrai aussi, je pense, en sciences, technologies, dans d'autres domaines. Là, si tu es ingénieur dans un bureau, c'est pas évident du tout. Puis là, c'est un point, je trouve que c'est une question un peu de demande de la société ou d'exigence. Puis tu disais, Céline, j'ai beaucoup d'étudiants, mais il n'y a peut-être pas tous les directeurs qui ont ton ouverture. Puis qui ont tu sais, il y a beaucoup de qu'est-ce qu'on demande. À un moment donné, on ne peut pas être des superwomen non plus, puis on veut du temps pour nos enfants, puis on veut partager. Donc, moi, je suis un peu, je trouve qu'il faut réussir dans notre société à aménager un temps où les femmes peuvent être des mères, peuvent être impliquées avec leur famille, ont du temps, qui ne sont pas pris toutes les fins de semaine en train de travailler parce qu'il faut qu'il y ait du temps avec leurs enfants, puis qui ont envie en même temps de faire des choses passionnantes, puis qu'ils ne soient pas obligés de dire, ben je travaille 80 heures semaine pour faire des choses passionnantes. Puis ça, ce n'est pas juste vrai dans le milieu universitaire, je pense que c'est vrai dans plusieurs milieux. Mais je dirais qu'il faut pousser pour que ça arrive, ça, qu'on puisse faire des choses qui nous passionnent, puis qu'on ait du temps pour notre famille. Puis je pense que c'est un peu un débat de société plus global, là, mais il faut qu'on le pousse si on veut que ça arrive. Non, en fait, je voulais juste, merci Marie-Hélène, compléter. Il y avait aussi, vraiment dans les dernières années autour de moi, il y a eu beaucoup de femmes qui ont arrêté ou qui ont réorienté leur carrière. Puis c'est pas nécessairement à cause de la famille, mais c'était plus globalement, de manière plus générale, c'est justement les femmes qu'on voyait actuellement qui pouvaient être des mentors ou les rôles clés, si on veut, là, des modèles pour nous. C'était pas seulement en termes de famille, mais c'était juste de se dire, ben, c'est pas la vie que je veux, parce qu'on avait cette impression qu'elle ne faisait que travailler. Mais ça vient peut-être de ce dont on parlait tantôt, quand on parlait d'apparence, puis il faut que les femmes, des fois, on a cette impression qu'il faut toujours qu'on en donne plus pour arriver à un résultat équivalent, par exemple, pour un homme. Puis je pense qu'il y a ça, c'est qu'il faut qu'on montre qu'on est tout le temps là, qu'on répond à nos courriels le soir, qu'on est présente, qu'on est disponible, qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on est capable de faire des films, qu'on a une équipe, que moi, ça m'étourdit
je regardais, je disais, mais je serais jamais capable de faire ça. Donc, ça recoupe ce que France disait par rapport à la confiance en soi qu'on peut avoir, puis le fait que c'est ça, c'est étourdissant de regarder ça, puis de se dire, mais non, en fait, non, j'aime ça, je n'étais pas aussi passionnée qu'elle, donc je vais arrêter parce que j'ai pas la même passion, puis je serai jamais capable de faire comme elle parce que j'aime la danse, parce que j'aime la musique, parce que j'aime avoir une vie en dehors, puis on dirait qu'on a comme pas le droit qu'après une certaine heure le soir, j'aime d'autres choses dans la vie. Alors que je pense qu'il faut arriver à dire ça à les filles puis à la prochaine génération de chercheuses, de dire, mais c'est pas vrai, tu as le droit d'aimer la danse, tu as le droit de faire du sport, tu as le droit de faire de la musique parce que ça peut se recouper. Puis je pense qu'une belle façon de faire, ce serait de montrer comment on peut faire de la science puis faire autre chose que ce soit, peu importe notre activité, puis dans notre différence, que ce soit pour revenir à ce qu'on disait tantôt, notre apparence physique ou nos passions, et puis que je pense qu'on va atteindre un bel équilibre quand on va juste être une gang de personnes différentes. C'est comme ça que ça marche. Il faut qu'on se complète, qu'on soit complémentaires. Si on était toutes pareilles, ben, toutes les mêmes pions, ça ne marcherait pas. Sur un échiquier, pour que ça marche, on a besoin de personnes différentes qui se complètent. Puis si on était toutes identiques, ça ne marcherait pas de toute façon. Il faudrait comme insuffler de la flexibilité dans notre conception de c'est quoi faire de la science, c'est quoi être en STEM. C'est d'arrêter d'essayer de tout mettre dans des catégories, là, puis d'assumer qu'on est tous humains, puis qu'on fait ce qu'on aime, puis qu'on continue. Je peux juste prendre 2 petites secondes. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai déjà eu quelqu'un une fois qui m'a dit, je voudrais pas avoir des enfants pour travailler le soir comme tu fais, parce qu'elle avait l'impression que je travaillais beaucoup le soir. Puis j'ai dit, as-tu déjà réalisé que j'arrive jamais au bureau avant 10 heures? Parce que moi, je prends mon temps. Les enfants, le matin, j'aime pas ça, les réveiller. Puis j'ai le choix, tu sais, comme France disait, on a un métier extraordinaire où on peut faire nos horaires. Moi, le matin, là, je prenais 1 heure mon temps, les enfants, ils se réveillaient quand ils voulaient, ils étaient les derniers à arriver à la garderie. Puis, une fois qu'ils étaient couchés, je reprenais mon temps. Mais des fois, c'est juste des perceptions. Les gens ne réalisent pas à quel point on peut organiser notre temps de façon différente. Et ça, c'est drôle, hein? Mais ça crée des fausses perceptions. Belle intervention, merci Céline. Et Gwen avait levé la main aussi. Oui, bien, j'abonde vraiment dans le sens de ce que vient de dire Céline, puis ce que Christiane, tu viens de dire, ça me touche parce que j'ai réalisé ça, moi, il y a 3-4 ans, je donnais un cours au bac et j'ai fait à la blague, bon, c'est peut-être pas une bonne blague, hein, mais j'ai dit à la blague dans le cours, les filles, elles étaient, je vais dire un faux chiffre, là, mais elles étaient peut-être 18, puis il y avait 2 gars. Puis en rigolant, j'ai dit aux filles, de toute façon, les filles, vous inquiétez pas, ceux qui vont terminer à la maîtrise, au doctorat, on sait qui c'est. Mais c'était pour les faire réagir un peu. Puis il y avait des traits, je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas continuer? Puis il y a une étudiante qui m'a regardée puis qui m'a dit, mais moi, tu me donnes pas envie, ta vie me donne pas envie. Puis là, j'ai figé, je dis, mais explique-moi ça. Ben là, tu travailles tout le temps, tu es tout le temps sur ton ordi, tu n'as pas de week-end. Puis là, je dis, ah non, mais c'est ce qu'on projette. Puis finalement, moi, c'est pas comme ça que je travaille pas tout le temps. Je travaille quand je peux, puis que c'est le fun pour moi de travailler. C'est pour ça que j'aime les Google Drive et autre chose, parce que quand c'est là-dessus, là, ça peut être à 10 heures parce que c'est à 10 heures que ça me tente là, puis que parce que c'est comme ça. Puis des fois, c'est à 8 heures le matin ou même 8 heures moins le quart ou 6h30. Mais cette flexibilité-là de l'horaire, mais je ne le fais pas, je n'envoie pas un message à 6h30 ou à 10h le soir pour que les autres ils se sentent mal. Puis du coup, j'ai changé ça. J'essaie de ne plus envoyer mes courriels à ce moment-là parce que finalement, la perception, c'était comme si elle travaille à cette heure-là, mais moi, c'est pas ça. Dans la journée, moi, j'aime ça prendre un café, discuter. Puis, donc, je perds beaucoup de temps dans ma journée. Puis des fois, on est plus créatif, ça donne plus à d'autres périodes, surtout quand les enfants étaient petits. Là, maintenant, c'est plus régulier les horaires, mais quand les enfants sont petits, des fois, on n'a pas le choix. Ça donne que c'est maintenant, mais c'est pas parce qu'on travaille tout le temps. Je ne travaille pas de 6h30 à 10h le soir. Là.
Super. Oui, puis dans la même veine un peu par rapport aux initiatives, tout ça, il y avait quelqu'un qui s'est inscrit qui nous a demandé en fait d'aborder un peu la notion de discrimination positive, de savoir, à savoir, là j'ai fait mes petites recherches pour pas juste avoir le terme en dessous des ongles. Fanny me l'a bien expliqué aussi. Dans le fond, la discrimination positive, pour établir la définition qu'on en a, c'est que à compétences égales, exactement le même CV, le même âge, tout ça, à compétences exactement égales, on choisirait une femme au lieu d'un homme. Puis en fait, je voulais avoir un peu votre opinion personnelle là-dessus. Encore une fois, c'est pas un monolithe, vous représentez personne d'autre que vous-même. Mais est-ce que, selon votre expérience, ça peut être quelque chose qui a de l'allure ou que vous avez comme une réaction à ça? Là, c'est ouvert. The floor is yours. Oui, Christiane. En fait, je veux juste soulever la question de comment tu définis la compétence, puis comment tu définis l'excellence et comment tu définis les critères d'évaluation avant de pouvoir comparer les personnes, peu importe que ce soit une femme, un homme, enfin, voilà, peu importe, comment est-ce qu'on veut choisir et classifier les gens? C'est la difficulté avec un terme comme ça. C'est la difficulté aussi avec un concept comme celui-là de dire qu'à compétence égale, parce que est-ce que compétence égale existe vraiment dans un contexte socio-culturel, parce qu'on est tous des humains qui participent à une société, qui ont été élevés dans une société. Est-ce que, ben, dans le fond, effectivement, c'est une très, très bonne question parce que est-ce que c'est réaliste de parler de compétences égales? Je sais pas, là, j'ai l'air de prendre beaucoup de place, mais j'espérais de pousser un peu la lumière vers vous autres, s'il y a des réflexions qui vous viennent. Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, souvent on parle dans cette veine-là un peu des quotas, c'est pas totalement en ligne avec ça, là, mais oui, Caroline? Ben, je pense qu'on peut juste constater que le fait d'avoir plus de femmes dans un milieu, d'être plus multi, en fait, là, qu'on parle des femmes, mais c'est d'avoir différentes ethnies, d'avoir différents... C'est juste positif pour la société, c'est positif pour un groupe. Donc, si on se retrouve dans un groupe qui est très uniforme, puis là, ben, on fait de la discrimination peut-être un petit peu positive, comme tu dis, pour ramener des gens qui ont un autre point de vue, même si les critères de performance peuvent être un petit peu différents. Christiane, j'aime beaucoup ton point parce que des fois, les critères sont très rigides, mais je pense qu'on peut être juste gagnant. Donc, ça peut paraître, le mot discrimination peut paraître de dire, finalement, si tu es une femme, tu as plus de chance parce que, ça peut paraître négatif ce terme-là, mais je pense que c'est, en tant que société, je te laisse, Fanny, je pense qu'en tant que société, il faut qu'on en arrive à amener plus de diversité, ça va juste nous faire grandir tout le monde. Donc, oui, si on peut pousser un petit peu ça, puis que ça fait bouger un peu des cadres qui semblent un peu rigides, bien, à mon avis, c'est positif. Fanny? Sur le panel normalement, mais je voulais juste intervenir sur cette question qui va me chercher beaucoup. C'est que déjà, je déteste ce terme de discrimination positive qui est très négativement connoté. Je suis le parfait exemple qu'on peut changer d'avis, c'est que j'étais vraiment contre ce phénomène de à compétence égale choisir, compétence égale, on va le mettre entre guillemets, choisir consciemment de prendre une femme parce que je me disais, mais voyons, ça va nous désavantager, les perceptions qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la job juste parce qu'on est une femme. J'étais vraiment, vraiment contre, jusqu'au jour où il y a une collègue et un collègue, tous les deux en même temps, qui m'ont dit et qui m'ont expliqué pourquoi c'était important. Et ça rejoint complètement ce que tu dis, Caroline, c'est que c'est un moyen d'augmenter la diversité, quelle qu'elle soit. Là, on parle de femmes, mais ça pourrait être une diversité au niveau des minorités. C'est un moyen artificiel d'augmenter la diversité et on a besoin d'augmenter cette diversité si on veut amener d'autres points de vue et surtout si on veut travailler sur les fameux critères d'excellence et les compétences dont tu parlais, Christiane. Actuellement, les critères de compétences ou les critères de performance, terme que j'aime encore moins, sont très... en matière de quantification par des chiffres, sauf qu'il y a plein de compétences qu'on ne peut pas évaluer avec des chiffres. Et je pense que si on ramène de la diversité, comme tu disais Caroline, et plein de points de vue différents, on peut faire évoluer ces critères
d'évaluation, d'excellence si on veut, mais surtout embrasser une plus grande diversité d'opinions, de savoir et d'expérience, et ce qui va certainement contribuer à améliorer notre milieu de travail et de vie. Voilà. Excusez-moi pour l'intervention, je n'étais pas panéliste, mais je voulais faire le pont entre vous deux. Ah, mais t'es là pour ça. Oui, France. Non, mais moi aussi, pendant longtemps, je me disais la discrimination positive, moi comme toi, mais après, tu sais, puis je pense que moi, à chaque fois qu'on avait un concours, puis qu'on n'engageait pas de femmes, je me disais, oh merde, oh merde, oh merde, pour réaliser que finalement, tu sais, ça fait combien d'années qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, mais moi, j'en viens à penser que les concours mixtes, ça ne fonctionne pas non plus. Que peut-être la meilleure façon d'aller chercher des femmes, c'est de faire pour quelque temps, là, des concours uniquement féminins, parce que c'est vraiment compliqué. Même les choses de compétences, c'est pas seulement les compétences. Après, il faut que tu cherches la complémentarité. C'est vraiment complexe quand tu engages quelqu'un. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement complémentaire, est-ce qu'au niveau de la recherche, est-ce que... Fait que c'est vraiment pas juste une question de publication puis d'articles. Puis, ça, c'est vraiment difficile, en fait, dans les concours, parce qu'il y a tellement moins de dossiers de femmes à chaque fois. Puis après ça, il y a souvent des problèmes particuliers avec certains dossiers de femmes qu'il n'y a pas avec les dossiers d'hommes. Puis moi, je pense que si on veut aller chercher des femmes, ben, il va falloir qu'on accepte qu'on va faire des concours uniquement femmes. Puis jusqu'à temps qu'on ait un sexe ratio qui, ben, dans certains départements comme le mien, sexe ratio est ridiculement faible. Donc, à un moment donné, je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir des actions comme ça. Puis ça fait trop d'années qu'il ne se passe pas grand-chose. Juste une petite parenthèse, je me demande, tu dis faire un concours juste femmes, mais est-ce que le travail ne serait pas plus profond si on faisait juste changer les critères ou travailler sur les critères? Ça, c'est pas facile à faire, mais c'est comme, il faut vraiment, c'est bouger le cadre, puis le cadre, il est pas mal fixe. Mais c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Vraiment, il faut accepter de se donner beaucoup de temps. Puis c'est ça, les comités de sélection, de dire on le ferme, puis on le réouvre. Puis quand tu as passé beaucoup de temps à examiner des dossiers, tu n'as pas envie de fermer le dossier parce que tu n'as pas trouvé une femme. Puis là, toi, éthiquement, ça devient difficile de dire quand tu as beaucoup de dossiers hommes extraordinaires. Puis là, tu as le dossier de femme, mais tu n'es pas certaine. Tu n'as pas retenu de femme. Est-ce que tu dois le fermer, le concours? Puis pas donner. Tu sais, je trouve que c'est ça qui est compliqué dans les concours mixtes, en fin de compte. Intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci, France. On va dire bye-bye à Caroline. Merci énormément pour ta présence ici, Caroline. Bon cours. À bientôt. Bye-bye. Oui, Fanny. Ouais, je voulais juste mentionner une initiative qui, je pense, émane de l'Université de Sherbrooke par rapport à justement ces concours. C'est que comme il y a des études qui montrent que, comme disait Gwen plutôt, les femmes doutent beaucoup et puis ça leur prend du temps des fois de postuler, de candidater sur des postes. Ben, eux, ils laissent le concours ouvert jusqu'à ce qu'il y ait un nombre X de femmes qui aient postulé. Donc, comme tu dis, France, ça prend du temps. Mais il y a des moyens de le faire. Puis moi, je voudrais amener une note un peu positive là-dedans, c'est que je pense qu'au Québec, en tout cas moi, de ce que j'ai vu de mes expériences internationales, on est quand même sur une belle voie, on a quand même des super belles initiatives, on est quand même en termes d'équité, diversité, inclusion, on avance. Je ne dis pas qu'on a fini le chemin, je dis qu'on avance à grands pas, surtout aux dernières années. Puis moi, ça me met en joie de voir ça. Mais il y a des moyens, il faut se donner du temps, il faut se donner des moyens. Et ça, tu as raison. Tu as raison, mais je pense que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est dans l'EDI. Je ne sais pas combien de temps tu dirais. Là, je pense, moi, je vois, ça fait quoi? 4, 5, 2, 3? C'est ça. Avant ça, c'était bon, c'est normal, c'est comme ça, puis il faut accepter ça. Puis maintenant, on a vraiment décidé que les choses allaient changer. Donc, comme tu as raison, on est sur une super bonne voie. Oui, là, ça bouge. Gwen, je pense que Gwen avait levé sa main en premier, mais Christiane, vas-y, t'es on. Oui, en fait, je voulais juste dire que j'étais un pur produit de l'époque de la discrimination positive au Québec pour ce qui est des femmes en sciences. Moi, quand j'étais au moment de choisir mes études, la fin du secondaire, puis au cégep, c'était le moment où ils ont fait ça à Polytechnique et l'ETS, donc les écoles d'ingénieurs à Montréal notamment. C'est-à-dire, OK, on encourage les filles. Puis déjà là, mes amis garçons nous le reprochaient parce que ça allait être plus facile pour nous. Puis donc, je pense que là, les chiffres montrent bien que ça, c'était il y a, je sais pas, 15-20 ans, ça n'a pas super bien marché parce que est-ce qu'il y a eu tellement plus de femmes, de filles qui se sont inscrites en génie notamment?
ben, on dirait que non, parce que Marie-Hélène nous a dit les chiffres, puis c'est pas énorme. Puis pour parler de DI, je pense que j'aime les points qui sont apportés. Puis dans les solutions, je pense qu'on pourrait rendre ça, je sais pas, obligatoire peut-être, ou que ça rentre très jeune dans la formation des scientifiques, garçons et filles, parce que il faut aussi que nos collègues masculins l'entendent, parce que malheureusement, dans ce genre de présentation, donc je ne sais pas aujourd'hui, les spectateurs, spectatrices, quelle est la proportion de filles et de garçons, mais des fois, c'est ça. Puis la même chose dans le DI, des fois, c'est les gens qui participent à ces formations-là sont déjà sensibilisés. Puis j'aimerais trouver une façon d'aller chercher les autres qui ne se sentent pas déjà concernés. Je ne sais pas comment le faire, mais pour rebondir sur le DI, je pense que ça serait, pour les prochaines étapes, là, on a une fondation, on va continuer à construire notre édifice, bien, ça serait d'aller chercher encore plus de monde dans le DI parce que c'est ça, on est rendu là, à devoir que ça ne soit pas juste les gens qui ont déjà de l'intérêt, mais ceux pour qui ce n'est pas important, il faudrait les ramener dans les DI. C'est intéressant de soulever le déni aussi parce que tant qu'on ne nomme pas une problématique, on ne peut pas la régler. Si on nomme pas notre objectif, si on n'est pas capable de mettre les mots sur ce qu'on essaye de régler, tant qu'on reste dans le déni, effectivement, on va faire « ben non, il n'y en a pas de problème, on continue ». Fait que c'est intéressant de pointer ça du doigt. Gwen? Ben, c'est vraiment tout à fait dans cette voie-là que je m'enlignais parce que moi, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait un problème. J'ai toutes mes amies qui ont fait des doctorats ou des maîtrises en même temps que moi. On est toutes profs maintenant, que ce soit en France ou ici. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui a décidé d'être enseignante parce que pour X raisons. Donc moi, quand je suis arrivée ici, puis on a fait un premier, tu te rappelles France, en 2011 ou 2012, on a fait une première journée des femmes en sciences à la journée de la femme, le 8 mars, il me semble, hein, ou c'est la journée des grands-mères, le 8 mars en tout cas. Le 8 mars, oui. Et pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Je ne m'étais jamais posé la question. Puis, quand je retourne en France et que je vois mes copines du même âge, la même génération que moi, elles ne se posent pas de questions. Donc, c'est comme tu dis, tant qu'on ne pose pas la question, on ne voit pas de problème. Puis une fois qu'on me l'a dit, je dis « Ah, ben oui, en effet, ouais, c'est bizarre. » Mais je pense que ça vient avec vos générations. C'est vous qui amenez, c'est la jeune génération qui nous fait pointer du doigt des problématiques que nous, on est baignés dedans. Je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que c'est ma place ou pas ma place? Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Puis après, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je vais avoir un poste? Est-ce que je vais réussir? Mais tout comme les hommes, ils se posent la même question actuellement, qu'on a n'importe où. Est-ce qu'après mon doctorat, si j'en fais un postdoc, j'en fais 2? Est-ce que je pars à l'étranger ou je reste ici? Est-ce que je fais des enfants maintenant ou pas maintenant? Je pense que tout le monde se la pose, homme ou femme. Donc, moi, je n'avais jamais réalisé que c'était un véritable enjeu ou problème. Vraiment, c'est qu'il y a une problématique qui est mise en avant, qui est relativement récente. Puis quand on commence à en parler, on dit « Ouais, es-tu bien, toi? Hein? » On a fait ça, donc on a commencé en 2012, hein, France, à parler de ça. Hey, on est que 3 dans le... on était dans le département, on n'était que 3 femmes. Donc, nous, on pensait, là, oublie ça, là, ça passait déjà juste d'avoir la parole. Tu sais, c'est ça, c'est pas que ça n'existait pas comme problématique, mais c'est qu'on l'acceptait comme quelque chose que, ben oui, c'est comme ça. C'est normal que quand je me pointe dans une réunion, je me fasse relooker parce que je suis pas habillée comme ils voudraient. C'est comme... C'est maintenant qu'on regarde ça qu'on se dit, ben non, là, un gars qui rentre dans une salle de réunion, il ne s'attend pas à se faire dire de mettre des talons hauts. Fait que c'est le genre de choses là, que ça ne veut pas dire que c'est tout négatif, mais il y a comme une certaine prise de conscience, on dirait, dans les dernières années, là, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'expansion. Fait que, ouais, OK. Ben, c'est intéressant d'avoir vos... Mais je pense que faut que vous le réalisiez, que pour nous aussi, on apprend avec ça. On est en apprentissage de ça. On apprend, puis c'est pas parce qu'on est une femme que c'est plus facile d'appliquer. Puis la question de discrimination positive tout à l'heure dont on a parlé, ben, c'est un peu ça.
Je le sais pas, moi. C'est pas parce que... Est-ce que j'aurais aimé avoir un poste où je me fasse dire tu l'as eu parce que tu es une femme? Ben, je le sais pas. Oui, mais non, c'est sûr que non, en fait. Souvent, c'est non. Mais la notion de discrimination positive, c'est de dire tu l'as pas eu parce que tu es une femme, tu l'as eu parce que tu as les bonnes compétences, que tu es au niveau, le même niveau, mais oui, tu es une femme. C'est un quota. Tu réponds à un quota. Un Non, certain... mais moi, je pense que j'ai beaucoup aimé la suggestion de France. J'aime beaucoup mieux ça qu'un concours où moi, j'aurais jamais voulu être dans un concours avec discrimination positive parce que jamais j'aurais voulu qu'on me dise tu as eu ton poste parce que tu étais une femme. Ça m'aurait écœuré. J'avais eu mon poste parce que je pense que j'étais bonne dans ce que je faisais et que je méritais mon poste. Mais effectivement, j'aime beaucoup mieux l'idée que France amenait. S'il y a vraiment une grosse disparité, qu'on ouvre à ce moment-là des postes pour aller combler ces disparités-là. Carrément. Pas faire de la discrimination positive, c'est-à-dire, là, c'est une chaire qu'on va l'ouvrir, on va l'ouvrir pour des femmes parce qu'il nous manque des femmes, on ouvre des postes pour des femmes parce qu'il nous manque des femmes, avoir une certaine représentativité ou d'autres minorités ou autres. Mais France, j'aimais vraiment mieux ce que toi t'as suggéré. Ouais. Est-ce qu'il y a dans certaines universités aussi, il y a des comités, hein, EDI, qui vont s'asseoir, puis tu sais, je trouve ça compliqué aussi, ça, parce que comment elles font pour, ou elles font pour juger, c'est la compétence de la personne, puis parce qu'elles sont tellement loin du sujet, donc. Mais moi, j'ai participé à ça. Il y a du bruit, il y a des travaux. Il y a des... Est-ce qu'il y a du travaux de ton côté, Céline? Je vais peut-être migrer. OK, je vais me mettre sur mute, puis je vais migrer ailleurs parce que là, ça fait des trucs dans le plancher. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse rapide qui est, tu sais, se faire dire tu l'as eu juste parce que tu es une femme ou tu es une femme, tu as pris la place d'un homme, tu peux te le faire dire que ça soit par discrimination positive ou pas. Il y en a quand même qui vont... Mais c'est pas forcément qu'on le dise, c'est que nous, on le pense. C'est que la personne, parce qu'il n'y a personne autour qui pense ça forcément, mais que toi, tu saches que ça, c'est encore plus pervers parce que ton ego, là, puis c'est encore, c'est difficile à vivre avec ça. Oui, effectivement. Bon point. C'était vraiment intéressant, France. Ça a l'air d'avoir touché de quoi que les gens s'identifient beaucoup. Merci pour cette suggestion-là. Il nous reste comme 5 minutes. J'irais... OK, Christiane, je pense que tu avais écrit qu'on t'a déjà suggéré de faire partie d'un projet parce que tu étais une femme, finalement, pour dire « Ah, on a une femme dans notre équipe. » Le concept token, là, en anglais, là, je ne sais pas si tu voulais... C'est actuellement très à la mode. Exactement. Et en fait, je voulais juste pas t'empêcher de passer à la prochaine question, Marie-Hélène, mais très brièvement, ouais, ça m'est arrivé parce que c'était juste une équipe de gars. On va mettre une fille, ça paraît bien. Elle passe, là, il y a elle, on va la mettre. Puis ça pourrait, moi, parce que je suis une fille, mais ça pourrait être vrai pour tout type de minorité. Puis je pense que, encore une fois, je parlais de la formation tout à l'heure, de rendre ces formations-là, EDI, obligatoire et très, très tôt dans le parcours. Je pense que si on commence à en parler vraiment très, très tôt dans la scolarité, ce serait une bonne chose pour éviter ce genre de situation. Donc, moi, là, c'était pas pour un poste, c'était pour un projet. Puis là, je suis comme, OK, c'est pas parce que je suis compétente, c'est parce que je suis une fille. Et puis, c'est pas parce que vous voulez travailler avec moi, c'est parce que vous voulez l'argent pour votre projet. C'est hyper insultant. Donc, et puis, donc, c'est des personnes qui pourtant... que j'apprécie, là, qui pourraient être qui sont des très bons collègues, des amis, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Donc, ça ramène le propos dont tu parlais tantôt, Marie-Hélène, quand vous avez amené l'idée d'espèce de biais inconscient, systématique, depuis notre éducation, notre enfance, on est un peu formaté d'une certaine façon, puis ça ressort dans des situations comme ça, que c'était, je pense, pas méchant, mais très maladroit, mais c'est ce qui a été dit. Mais de toute façon, on le voit, nous, dans les comités ou avec nos collègues, c'est pas par méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans, mais il y a des habitudes, des façons de faire. Puis quand on retourne ça, puis qu'on retourne la caméra vers eux, on dit, mais réalisez-vous comment vous faites? Oh non, je fais pas comme... Mais oui, c'est ça que tu viens de faire. Donc, c'est ancré, puis je te dirais même que des fois, moi aussi, je me suis fait surprendre à avoir des comportements ou des dires. Puis, tu sais, quand tu te retournes la caméra, tu dis hey, ça, j'aurais pas aimé qu'on fasse.
Super. Bon, et donc on arrive à notre fin. Pour les 3 prochaines minutes, on va faire un petit tour éclair. Et une phrase ou deux, un conseil pour les gens, les femmes, les filles à différents niveaux qui voudraient suivre votre voie et aller en STEM. J'ai Christiane en premier dans mon écran. Tu me prends de court. D'en parler, de sortir de son milieu, d'élargir ses horizons, de ne pas avoir peur d'être différente. Merci. Et Céline? Faites ce que vous avez envie de faire, puis allez vers ce que vous aimez. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe qui. Merci. Gwen? J'ai exactement le même conseil que Céline. Faites ce que vous avez envie, vraiment, et puis vous verrez où ça vous mène. Et France? Ben moi, je dirais faites-vous confiance. Puis, tu sais, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que souvent en recherche, tu sais, on peut avoir différents modèles. Puis, c'est pas obligé d'être le modèle, tu sais, super chercheur qui carbure à ça, puis qui fait, tu sais, on peut avoir donc envie d'être un autre modèle. Tu sais, puis je pense que ça va être ça, la nouvelle génération, d'un autre modèle de chercheur, tu sais, qui est capable de balancer la vie de famille, faire de la super belle recherche quand même. Puis c'est toi par rapport à toi, c'est pas toi par rapport aux autres aussi. Excellent. Fanny, voulais-tu donner un conseil et nous offrir le mot de la fin? Moi, j'étais d'accord avec tous les conseils qui ont été dits précédemment. Puis, j'en ai un. Si vous en trouvez une, choisissez un mentor, parlez-lui, demandez-lui, challengez-la, remettez-la en question aussi par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'elle a fait et communiquez. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un, ou cherchez-la aussi parce qu'il y en a, et essayez de trouver quelqu'un qui vous permet aussi d'avancer sur ce chemin-là. Voilà. Je vais finir avec le mot de la fin alors. Moi, je voulais vous remercier très, très chaleureusement toutes nos panélistes et puis Caroline qui a dû nous quitter. Merci les filles pour avoir partagé toutes vos expériences de vie, vos conseils et surtout l'honnêteté et la transparence avec laquelle vous l'avez fait. Ça m'a beaucoup touchée. Merci. Je repense à Guécheux qui la dernière fois était submergée par l'émotion quand elle a fait des remerciements. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça bien. Moi aussi, je suis très émue. Je ne pensais pas. Donc, merci vraiment, vraiment beaucoup. Merci Marie-Hélène pour ton aide dans l'organisation. Tu as animé ça comme une chef. Alors, bravo. Et puis, merci à tout le monde qui était là. Il n'y avait pas forcément beaucoup de gens sur le webinaire, mais il y avait des gens sur Facebook, je pense. Puis, c'est enregistré. On a la permission, je pense, de nos panélistes de pouvoir le rediffuser. Parce que je pense que ça se regarde aussi à tête reposée pour réfléchir sur ce qu'on a dit. Donc voilà, ça sera sur les réseaux sociaux en replay, comme on dit. Donc, cette session touche à sa fin. Et puis, je voulais en fait vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée des femmes et des filles en STEM.